et rebonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 4 de la séance TD numéro 2. L'exercice porte sur l'incohérence temporelle. Dans cet exercice, on considère une fonction d'étualité intertemporelle qui dépend de trois périodes, t plus 1 et t plus 2. La fonction d'étualité est égale à 1 sur 2 l'utilité de la consommation T1 plus 1 sur 4 l'utilité de la consommation de la période 2 et 1 sur 4 l'utilité de la consommation de la période 3. Avec la fonction d'étualité UC est égale à C à la puissance P, donc bien sûr c'est de la consommation de la période, à la puissance P. P c'est un paramètre compris entre 0 et 1. Donc on vient les compris entre 0 et 1, ça veut dire que la fonction d'utilité tout simplement, elle est concave, elle est croissante, et plus on avance, plus elle augmente moins vite, donc elle est concave, ce qui va nous garantir une solution de maximisation tout simplement. L'utilité, donc, t est égal à 1, 2, 3 périodes, si l'individu est vivant, mais si elle décède, dans ce cas, l'utilité de la période sera égale à 0. P est comprise entre 0 et 1, et donc les applications numériques pourront s'effectuer en prenant P est égal à 0,5 et Y, le revenu est égal à 100. Donc ici, dans cet exercice, on n'a pas le revenu à chaque période, on a un revenu au début, qui est égal à 100, et ce revenu va être réparti entre les consommations de la période actuelle, de la période prochaine et de la période d'après, c'est-à-dire CT plus 1 et CT plus 2. On n'a pas de revenu à chaque période, on a juste un revenu de départ qui est Y. Première question, on considère que l'individu, au début de la première année, de la première période, il nous demande de calculer, on va dire C1, C2 et C3, étoile ou chapeau. Pour le consommateur ou pour l'agent, donc il va chercher à maximiser son utilité ou sa fonction d'utilité intertemporelle. Maximiser sa fonction d'utilité intertemporelle qui est égale à 1 sur 2 U de C1 plus 1 sur 4 UC2 plus 1 sur 4 U de C3 sous la contrainte budgétaire intertemporelle. Donc Y, il n'a qu'un seul revenu actuel, donc c'est Y, plus, et qui est égal, donc la contrainte est égale à sa consommation de la période présente, 1, plus la consommation de la période plus 1, mais actualisée, mais est égal à C2 parce que le taux d'intérêt est égal à 0, ça veut dire C2 sur 1 plus 0% à la puissance 1, donc ça fait sur 1 C2, et pareil, plus C3 sur 1 plus 0% à la puissance 2, c'est toujours C3. Ils sont actualisés, sauf que le taux d'intérêt est égal à 0. Voilà, avec le taux d'intérêt qui est égal à 0. Lagrange s'écrit de la forme suivante, elle dépend de C1, C2, C3 et de lambda, le multiplicateur de Lagrange. 1 sur 2 U de C1 plus 1 sur 4 C2 plus 1 sur 4 U de C3 plus lambda facteur Y moins C1 moins C2 moins C3. Avec Y est égal à 100 et P est égal à 0,5, et avec la fonction d'étualité qui est égale à C à la puissance P et P 0,5, donc C1 à la puissance 0,5, C2 aussi à la puissance 0,5, C3 aussi à la puissance 0,5. Donc on remplace, donc 1 sur 2, l'utilité de C1 c'est C1 à la puissance 0,5 plus 1 sur 4, l'utilité de C2 c'est C2 à la puissance 0,5 plus 1 sur 4, et C3 c'est C3 à la puissance 0,5 plus lambda facteur de 100, le revenu de départ, moins C1, moins C2, moins C3. Les conditions de première ordre, donc c'est les conditions qui permettent de trouver le point extrémum, ce sera le point maximum. On dérive Lagrange, elle, par rapport à C1 est égale à 0, par rapport à C2, par rapport à C3, et par rapport au multiplicateur de Lagrange. Donc par rapport à C1, ça fait 0,5 fois 1 demi, 0,5 fois 1 demi C1 moins 0,5 moins lambda égale 0. 0,5 c'est 1 demi, donc 1 demi ça fait 1 sur 4 C1 moins 0,5 égale lambda. La même chose pour par rapport à C2, ça sera 0,5, 1 sur 4
C2 moins 0,5 moins lambda et 1,2 fois 1,4 c'est 1,8. C2 moins 0,5 égale lambda. La même chose, 0,5, 1 sur 4 c'est 3 moins 0,5 lambda. Ça fait 1 sur 2, 1 sur 4 ça fait 1 sur 8. C3 moins 0,5 est égal à lambda. Donc on a trois équations. Donc on peut prendre 1 et 2, et 2 et 3 ou ce que vous voulez. Mais déjà ici on peut remarquer 1 sur 8, C2 à la puissance moins 0,5 est égal à lambda. 1 sur 8, C3 à la puissance moins 0,5 est égal à lambda. Donc 1 sur 8, 1 sur 8, lambda, lambda, 0,3 moins 0,5, C2 moins 0,5, ça veut dire on peut conclure d'ici que C2 est égal à C3. Après, pour 1 et 2, on va diviser 1 sur 2. Donc, on résout comme d'habitude, hein, quand on résout un système d'équations pour plusieurs variables. Donc 1 sur 2, donc j'ai divisé 1 par 2. Donc ce qui nous fait ici lambda sur lambda, c'est 1. 1 sur 4, 1 sur 8, c'est 1,05, c'est 2,05. Pour enlever la puissance négative, on inverse. Donc je remonte C2 et je descends C1. Ça fait 1 sur 4, c'est 2,05 sur 1 sur 8, c'est 1,05 sur la puissance 0,5. Après, donc ça, ici, ça nous fera C2,05 sur 4 sur C1,05 sur 8. Ça veut dire C2,05 sur 4 fois 8 sur C1, 0,5. Donc ce qui va nous donner, donc C1,05 est égal à 2 C2,05, vu ici, quand on va multiplier par l'inverse, 8 sera à côté, on simplifie avec 4, il nous reste 2 C2,05, et en bas, il nous reste C1,05 est égal à 1, donc C1,05 est égal à 2 C2,05. Pour enlever 0,5, on porte les deux côtés au carré, donc ça fera 2 au carré 4, et C2,05 au carré, c'est C2. Donc C1 est égal à 4 C2, équation 5. De 2 et 3, on conclut C2 égale C3, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Après, vous pouvez refaire la même chose, C2 sur C3, vous allez retrouver que C2 est égal à C3, mais on peut l'observer facilement, donc ça ne sert à rien de perdre de temps quand on peut l'observer aisément. Donc C2 est égal à C3, donc on remplace l'équation 5 ici dans l'équation 4 qui est la contrainte budgétaire. Je vous rappelle que la contrainte budgétaire c'est C1 plus C2 plus C3 est égal à 100 ou C1 est égal à C1 plus C2 plus C3. Donc on remplace C1, je la remplace par 4C2, donc plus C2, et C3, je la remplace par C2, comme ça j'ai que des C2 est égal à 100. 4C2, 5C2, 6C2, donc C2 est égal à 100 sur 6. C2 chapeau est égal à 100 sur 6. Je sais que C2 est égal à C3, donc C3 aussi est égal à 100, pardon, est égal à 100 sur 6. Et C1 c'est 4 fois C2, donc c'est 4 fois 100 sur 6, ça fait 400 sur 6, ça fait 200 sur 3, et ça fait à peu près 66,7. Voilà pour la première question. La deuxième question, on suppose que l'individu a consommé ces chapeaux T, c'est-à-dire il a consommé la consommation de la première période, lors de la première période. Réécrivez le nouveau programme et démontrez que l'agent ne consomme pas CT plus 1 en deuxième période. Donc là, on est en T2, l'agent a déjà consommé C1, mais il nous dit qu'on va démontrer que la consommation qu'on va trouver maintenant, ça va être différent de la consommation qu'on vient de calculer ici. Donc ça, c'est la consommation ou le programme qui permet à l'agent de maximiser son utilité intertemporelle. Et il nous dit que à T2, en fin de compte, C1 il va consommer 66,7, mais à T2, il ne va pas respecter 100 sur 6. Donc ce qu'il nous demande de montrer. Donc on est à T2, on a déjà consommé C1, donc il nous reste une fonction d'utilité qui dépend de C2 et de C3. Faites attention, je reprends ici. Ça c'est la fonction d'utilité de T.
t plus 1, t plus 1, t plus 2. Donc, on est en deuxième période, donc t, ou la première période, c'est la deuxième période, ce n'est pas la première période. Donc, ça veut dire que ça va être l'utilité 1 sur 2 C2, 1 sur 4 et C3. On ne va pas commencer ici et aller là, non. On va commencer toujours, c'est aujourd'hui et demain. Après-demain. Aujourd'hui, on est à C2, on est à la période 2, à T2, donc c'est aujourd'hui. Et demain, et après-demain. Donc, l'utilité C2 et C3 donc, est égale à 1 sur 2 utilité de C2 plus 1 sur 4 utilité de C3, c'est la contrainte budgétaire. Le revenu, donc il disposait au départ de Y, sauf qu'il a consommé C1 étoile, ça veut dire 66,7, donc ça sera 100 moins 66,7, et on verra ça après, est égal à C2 plus C3. Lagrangien, il dépend de C2 et C3. 1 sur 2, C2, 0,5, plus 1 sur 4, C3, 0,5, lambda, Y moins C1, chapeau, moins C2, moins C3. Voilà. Je vais aller un peu trop vite. Pareil, donc condition de premier ordre. On dérive par rapport à C2 et par rapport à C3 et par rapport à lambda. Donc par rapport à C2, 0,5, 1,5, C2, moins 0,5, on retrouve après la même chose qu'on a vu dans la question précédente. 1 sur 4, C2, moins 0,5 est égal à lambda. Et pareil, 1 sur 8, C3, moins 0,5 est égal à lambda. On divise 1 par 2, donc lambda sur lambda, ça fait 1. Et C2 à la puissance moins 0,4 sur 4 sur C3 moins 0,5 à la puissance C3 moins 0,5 sur 8. Donc on multiplie par l'inverse, donc ça fera C2 moins 0,5 sur 4 fois 8 sur C3 moins 0,5, ce qui fait on va avoir 2 C2 moins 0,5 sur C3 moins 0,5. Et pour enlever la puissance négative, on change l'ordre, donc on remonte C3 et on descend C2, et on aura C2 qui est égal à 4 C3. C'est le même processus que tout à l'heure. Donc on aura 2 C2 est égal à 4 C3. On remplace 4 dans l'équation 3 de la contrainte de budget, ou la contrainte budgétaire, et donc Y moins... donc on remplace 4 dans 3, donc C3 est égal à Y moins C1 sur 5. On remplace C2 par 4C3. 4C3 plus 1C3, ça fait 5C3. Donc C3 est égal à tout ça divisé par 5. Donc est égal à Y moins C1. Et donc on peut conclure que C2, c'est C3 fois 4. Donc c'est Y moins C1 chapeau fois 4 sur 5. Donc fois 4. Là, on remplace, Y est égal à 100 et c'est un chapeau que le consommateur a déjà consommé parce qu'on est en période numéro 2 et donc il a déjà consommé la consommation de la période 1. Donc c'est Y 100 moins 66,7, c'est 33,3 qui va la répartir entre C2 et C3. C3 est égal, donc ici on aura c'est 33,3 divisé par 5, ça fait à peu près 6,7. Et ici, on aura 33,3 fois 4 sur 5, qui se fait 133,2 sur 5, ça fait à peu près 26,6. Et on observe bien que, ici, C3, il va consommer 6,7. C2, maintenant, j'ai mis le chapeau dans le sens opposé pour le distinguer des solutions de la question numéro 1. Question numéro 1. On a trouvé la période 2, il consomme 16,7. Maintenant, quand on a refait les calculs, on a pris en compte la consommation de la période 1, vu qu'on est en deuxième période, en fin de compte, il va consommer 26,6 et il va consommer plus qu'il avait prévu dans le programme initial. L'individu ne respecte pas son programme de consommation prévue en T1, parce qu'en T2, il consomme plus ce qui a été prévu dans son programme de maximisation. Il était prévu qu'il consomme que 16,7, mais en fin de compte, il va consommer 26,6.
voilà. Est-ce qu'il y a 26,6? Bon, voilà. Question numéro 3. Revenons en période numéro 1 et on suppose que l'agent connaisse ses propres préférences. Il sait également qu'il ne pourra pas tenir de son plan de consommation optimale. Donc on est en période numéro 1, le consommateur il connaît ses préférences, on va dire qu'il a des fortes préférences pour le présent, et sait qu'il ne peut pas tenir son programme d'optimisation qu'il a calculé au départ. Et une banque lui propose deux instruments de placement à taux d'intérêt égal à 0 pour simplifier. Le premier est liquide. Liquide, c'est-à-dire il place son argent, il peut la récupérer à n'importe quel moment. Donc retire à n'importe quel moment, à chaque période. Par contre, le second placement était liquide. Ça veut dire qu'il va le placer, il ne peut pas l'utiliser tant que la durée de placement n'est pas expirée. Et placé ne peut être retiré avant la troisième période. Donc s'il place son argent, il ne peut pas l'utiliser avant la troisième période. Montrer que l'agent va répartir son épargne entre les deux. Montrer que l'agent va répartir son épargne entre les deux placements. Donc là, je vous ai fait juste une petite synthèse. L'instrument d'épargne est liquide va lui permettre de placer son argent et de ne pas y toucher. C'est le placement à l'opposé de placement liquide. En T1, il va consommer 66,7. Dans tous les cas, il consomme, on est à la période 1, donc il va consommer 66,7. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va placer donc, le montant dont il en a besoin T2, 16,7, mais il en a besoin en T2. Il va le placer sous forme liquide. Aujourd'hui, il consomme 66,7. C'est-à-dire la première période, il consomme 66,7. Donc le risque, c'est la deuxième période, qui doit respecter son programme et donc consommer 16,7 et non pas 26,7, ce qu'on avait trouvé dans la deuxième question. Donc, récapitule. Il place son argent de la période T2 dont il en a besoin, c'est-à-dire 16,7. Il va la placer sous forme de liquide pour pouvoir la récupérer ou la retirer à n'importe quel moment pour la consommer. Par contre, la consommation ou 16,7 qui était prévue pour la période 3, il va la placer sous forme et liquide, un placement et liquide pour ne pas l'utiliser avant la période 3. Comme ça, il sera obligé de respecter le programme d'optimisation, c'est-à-dire consommer 66,7 ou 66,6 première période, 66 première période, et il va garder sous forme liquide ou placement liquide T2 16,7. Par contre, les 16,7 de la troisième période, il va les placer sous format illiquide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même si à T2, il veut consommer plus que 16,67, il ne peut pas consommer plus parce qu'il a déjà placé 16,7 pour la troisième période. Et comme ça, il va respecter son programme initial d'optimisation. Donc, ce que je vous ai mis ici, donc le montant dont il aura besoin en T3 sera quant à lui placé en épargne et liquide. S'il le place en épargne liquide, T2, et ne respecte pas son plan de consommation initial. Il doit donc se restreindre en plaçant le montant pour T égale 3, maximisant son utilité intertemporelle, c'est 3, chapeau est égal à 16,7, en épargne et liquide. Il reste encore une question 4. Ouais, reste encore question 4. Supposons qu'il n'existe pas en période 1 d'instruments financiers liquides. En période 1, il n'existe pas d'instruments financiers liquides. Ça veut dire que l'agent ne peut pas placer son argent d'une manière qu'il ne peut pas l'utiliser. Donc forcément, s'il ne peut pas la placer,
le risque, c'est qu'il ne respecte pas son programme initial et de consommer plus ce qui est prévu en période 2 et consommer moins ce qui est prévu en période 3. L'agent connaît toujours ses propres préférences, calculer l'utilité de l'agent en fonction de CT chapeau. Donc là, il nous demande de calculer la fonction d'utilité en fonction de CT chapeau et donc de son épargne Y moins CT chapeau. Si l'agent anticipe l'usage qu'il fera de son épargne lors de la période 2. Après, deuxième partie de l'activité, quelles vont être les consommations C.T, C.T plus 1, C.T plus 2. C'est-à-dire qu'il nous demande de retrouver les quantités optimales dans ce cas. Le programme d'optimisation est le suivant. Il va maximiser C2 et C3. Donc là, on est la période 1. Il a déjà consommé le C1. Il maximise C2, C3. 1 sur 2 l'utilité C2 plus 1 sur 4 l'utilité de C3. C'est la même chose qu'on a vu dans la question numéro 2. Sous la contrainte Y moins C chapeau est égal C2 plus C3. Sauf que maintenant, on va garder tout en fonction de C1 et T1 parce qu'il nous demande de déterminer ou d'écrire la fonction d'utilité en fonction de CT. Il faut que dans la fonction d'utilité, il n'y a que CT. Lagrangien, C2, C3 lambda, 1 sur 2 UC2 plus 1 sur 4 UC3 plus lambda, Y moins C1 chapeau, moins C2 moins C3. Donc la question 2, on a vu que C3 était égal à Y moins C1 sur 5 et C2 était égal à Y moins C1 chapeau fois 4 sur 5. Ça, on l'a déjà vu, on a déjà calculé ça dans la question numéro 2. Donc je l'ai juste repris parce que c'est le même programme. Et c'est pour ça, dans la question numéro 2, je n'ai pas remplacé directement Y par 100 et C1 par 66,67, justement pour que je vous fasse le lien entre la question 4 et la question numéro 2. Je les ai écrits d'une manière générale et après j'ai remplacé Y par 100 et C1 par 66,7. Donc là, ça sert à rien de refaire le calcul. Donc, vous les avez déjà dans la question numéro 2, C3 et C2. On va revenir dans notre fonction d'utilité. Maintenant, fonction d'utilité est égale à 1 sur 2, C1, 1 sur 4, C2, 1 sur 4, C3, bien sûr en utilité. 1 sur 2, UC1, on va remplacer C2, on va remplacer C3, et on aura une fonction d'utilité qu'en fonction de C1. 1 sur 2, C1. 1 sur 2, l'utilité de C1, c'est C1 à la puissance 0,5. 1 sur 4, l'utilité de C2, c'est C2 à la puissance 0,5. Et C2, c'est bien ça, Y moins C1 fois 4 sur 5. C2, tout ça c'est C2 à la puissance 0,5, plus 1 sur 4, l'utilité de C3. L'utilité de C3, c'est C3 à la puissance 0,5. Et C3, c'est cette expression. Donc tout ça, c'est C3 à la puissance 0,5. Et vous voyez qu'on a une fonction d'utilité, il ne dépend que de C1, C1, C1. On l'écrit un peu plus proprement, donc on voit bien que cette partie 1 sur 2, c'est 1,05. Par contre, ici, on voit bien qu'on peut factoriser avec Y moins C1 chapeau à la puissance 0,5 parce qu'il est là. Et donc si je factorise avec Y moins C chapeau à la puissance 0,5, il nous reste 1 sur 4 fois 4 sur 5, 0,5. Donc 1 sur 4 fois 4 sur 5, 0,5, ça veut dire racine de 4, c'est 2, et racine de 5, c'est 5, plus, et de l'autre côté, 1 sur 4 fois 1 sur 5 à la puissance 0,5, ça veut dire racine de 1 sur 5 et 1 sur racine de 5. Donc ça, tout ça, donc 2 sur 4 racine de 5 plus 1 sur 4 racine de 5, ça fait 3 sur 4 racine de 5. Donc 2 plus, ils ont le même dénominateur, donc 2 plus 1, ça fait 3, 4 racine de 5, et fois Y moins C1 chapeau à la puissance 0,5. Voilà la fonction d'utilité. Elle ne dépend que de C1. Donc la première partie de la question. Donc la deuxième, maintenant, il nous demande de trouver C1, C.1
C.2 et C.3. Dans ce cas, on va maximiser fonction d'utilité et au maximum, la dérivée est égale à 0, c'est condition de premier. On maximise la fonction, U' est égal à 0. On dérive par rapport à C1, donc ça fait 0,5. Donc 0,5, donc c'est 0,5 fois 1 sur 2, donc 0,5 c'est 1 sur 2, 1 sur 2 fois 1 sur 2 c'est 1 sur 4. C1, 0,5 moins 1, moins 0,5, moins. Plus, pourquoi ici il y a moins? Parce que donc il est sous forme de U à la puissance n, donc ça fait n, on descend 0,5, fois U', donc la prime ça fait moins 1, donc d'où il y a le moins qui sort ici, et 0,5 moins 1, donc ça fait moins 0,5, donc ça fait 3 sur 8 racine de 5. Pourquoi 8? Parce qu'ici on a 3 sur 4 racine de 5, et 0,5 c'est 1 sur 2, donc ça fait 8 racine de 5, moins 0,5 est égal à 0. Après il faut qu'à résoudre cette équation. On passe cette expression de l'autre côté. On passe à l'expression de l'autre côté. On simplifie avec 4. Il nous reste 3 données ici. Et après, on a le moins 0,5 et le moins 0,5. On va inverser. Donc faites le même raisonnement. On va inverser. Et après, pour enlever 0,5, il faut mettre à la puissance 2. Du coup, on va se retrouver avec 3C1, 0,5. Parce qu'on a dit qu'on va enlever le moins, donc 3 c'est 0,5, donc il reste un 0,5, c'est le 4, il va se simplifier avec 8, donc on aura ce 0,5 qui est là, et après, ce 0,5, il va partir parce qu'on va le mettre au carré, il part, et il nous reste 3C1, 0,5 est égal à 2 racines de 5 y moins C1, 0,5. Non, pardon, ici, juste on simplifie par rapport à 4. Et c'est ici, donc, au carré, le tout au carré, pour enlever le 0,5 des deux côtés. Au carré, ça fait 3C1, 9C1, parce que c'est au carré. Donc 3 au carré, c'est 9C1, 0,5, c'est C1. Donc 9C1. Et ici, vous aurez 4 fois 5, ça fait 20. Et y moins c1, entre parenthèses, donc 0,5 vu que c'est au carré, il part. Et après, on passe le c1 avec le c1 et on aura 29c1 qui est égal à 20y, et donc c1 point est égal à 20 sur 29y. Y est égal à 100, et donc ça fait 68,90. Donc consommation 1, il va consommer 68,97. Donc en réécrivant tout en fonction de C1, on observe qu'il va, en fin de compte, là, il va consommer en C1 plus ce qui a été prévu dans le programme initial. Donc il ne va pas respecter, à partir de la première période, il ne va pas respecter son programme. C2, elle est là, on va juste remplacer. D'accord, donc 100 moins c'est 1 4 sur 5, donc je vous ai mis ici, donc 100 moins 68,97 fois 4 sur 5, 24 sur 8, et C3 c'est 100 moins 68,97 fois 1 sur 5, et ça fait 6,2. Il n'a pas respecté sa consommation de première période, il n'a pas respecté la consommation de la deuxième période, et bien sûr, la troisième période. Ça veut dire, en fin de compte, il a consommé plus qu'il devait en période numéro, la période numéro 1. Il a consommé plus qu'il était prévu à la période numéro 2, et forcément, il a consommé moins ce qui est prévu à la période numéro 3. Voilà pour cet exercice ou cette question 4. Et la dernière question, ou l'avant-dernière, 5. Quel éclairage ce modèle apporte-t-il sur le surendettement des ménages, sur le comportement de procrastination et sur l'ICRN,
pourquoi certaines personnes demandent-elles à être interdites d'entrer dans les casinos. Donc voilà, je vous ai préparé les réponses pour les 4 éléments. Donc certains ménages, donc ici dans ce modèle, qu'est-ce qu'on a pu découvrir? On a découvert un agent qui a une faiblesse pour le présent, c'est-à-dire il ne peut pas se retenir, donc il dépense, hein, il dépense tout ce qu'il possède, donc il dépense au maximum. Il ne sait pas où il a un problème de gestion de son revenu. Comme vous prenez, je ne sais pas, l'exemple d'un salarié, on est payé tous les mois, et dès qu'il touche son salaire en fin de mois, bon, 2-3 jours après, il dépense la totalité, et après, donc il y a un problème de répartition, hein, sur les 30 jours de mois. Donc ici, on a le même problème. On a un revenu de départ Y. Le salarié ou l'agent ici a du mal à respecter son programme initial, il consomme plus ce qui est prévu en période 1 et période numéro 2, et la période numéro 3, il se retrouve on va dire, avec des ressources très très limitées. Donc certains ménages consomment sans limite et n'hésitent pas à s'endetter jusqu'à la création d'une situation de surendettement. L'application de l'interdit bancaire prive ces ménages de toute possibilité de crédit et de restreint. Donc, quand on impose le crédit bancaire, on essaie en fait de restreindre ces agents à ne pas consommer. Le comportement de procrastination est une tendance à toujours remettre les tâches contraignantes au lendemain afin de profiter du moment présent. Ça veut dire on repousse toujours les tâches les plus difficiles à demain ou au lendemain, pour se contenter de ce qui est plus facile ou de ce qui est beau, on va dire, ou profiter du bon moment au présent. Et si on fait ça tout le temps, donc repousser, forcément, le lendemain, on va se retrouver qu'avec des tâches pénibles, qu'avec des tâches difficiles, et bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile si à chaque jour on fait les tâches. On répartit les tâches d'une manière beaucoup plus uniforme et équitable. Ulysse, en s'attachant à un poteau, préfère restreindre ses choix futurs et ainsi ne pas succomber aux sirènes. Donc on essaie de s'attacher à n'importe quel objet ou ce qu'on trouve, hein, en attendant que ça passe et après on verra en fait. De même, certaines personnes préfèrent se restreindre donc, en demandant d'être interdit d'entrer au casino. Donc ça c'est des exemples que vous connaissez tous. Il y a des gens qui sont accros au jeu, au casino, et qui sont prêts à dilapider la totalité de leurs revenus en une soirée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander d'être inscrits en interdit ou interdit d'entrer au casino, pour ne pas dilapider la totalité de leurs revenus en une soirée. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet exercice. Je vous souhaite un très bon courage pour la suite et je vous dis à très très bientôt.